Merci à toi et puis merci à vous. Alors, donc, moi, je m'appelle effectivement Béatrice Delay. Je suis en charge des études qualitatives à la direction de l'observation et de l'évaluation de France Compétences. Et par ailleurs, je suis chercheur associé au CNAM. Alors peut-être déjà pour contextualiser un petit peu cette étude, pour vous poser un peu le décor avant de rentrer dans les résultats, vous dire quelle est un peu sa genèse. En fait, France Compétences voulait contribuer à la réflexion collective sur l'ensemble des outils finalement d'appui aux mobilités professionnelles qui ont été créés ou reconfigurés par la loi de 2018 et les différents plans gouvernementaux de relance successifs suite à la crise. Suite à ça, il y a effectivement différents espaces de régulation publics, paritaires, qui ont ouvert des discussions sur comment on pourrait revisiter certains dispositifs d'appui aux transitions professionnelles. Et nous, on a voulu effectivement participer à cette réflexion d'une fenêtre un peu particulière, qui est celle des parcours des individus, des bénéficiaires finaux, pour voir par ricochet comment ça venait interroger l'offre d'accompagnement, ses pratiques, les représentations sous-jacentes qu'elle véhicule. Donc, dans ce cadre-là, on a en particulier conduit des entretiens de type récit biographique avec plus d'une 50aine de personnes qui avaient initié ou achevé un processus de reconversion, de changement de métier, soit en restant dans leur entreprise, soit en changeant d'employeur, soit en créant leur propre structure. Que ces individus aient ou pas mobilisé l'offre publique d'accompagnement, d'appui aux transitions professionnelles. Et puis, au-delà de ces entretiens donc semi-directifs, en bilatéral avec les personnes concernées, on a aussi organisé des focus group, des entretiens collectifs avec une dizaine à chaque fois de professionnels de terrain en contact avec le public, donc issus du Conseil en évolution professionnelle, de l'APEC et des agences de transition professionnelle. Et c'est un peu ce matériau-là, hétérogène mais assez riche, que je vais essayer de vous restituer pour en dégager un peu les traits saillants, sachant que nous, notre préoccupation, c'était à la fois d'essayer de mieux comprendre les dynamiques dans lesquelles se fabrique un souhait de reconversion professionnelle, mais aussi les ressources qui sont mobilisées, les contraintes, les difficultés que peuvent rencontrer les individus. Et dans cette exploration, on voulait aussi essayer d'accorder une attention particulière à la manière, justement, comme le disait André tout à l'heure, dont ces parcours des personnes, qu'ils aient ou non, encore une fois, été aidés par un professionnel de l'orientation, de l'accompagnement, etc., la manière dont ces parcours permettent d'éclairer les forces, les zones de fragilité de l'offre d'appui aujourd'hui disponible et de rendre visibles, d'une certaine manière, les écarts entre, d'un côté, les conceptions, les principes d'intervention qui sous-tendent l'offre d'appui, et puis de l'autre, les attentes de ces bénéficiaires potentiels ou avérés. Alors, je vais développer mon propos autour de 3 moments clés, d'une certaine manière, de ces processus de reconversion, de changement de métier. Premier étant leur contexte d'émergence. Deuxième temps, l'identification d'un objectif d'atterrissage. Et troisième temps, la concrétisation du projet, en essayant à chaque fois de décrire la diversité des parcours et des expériences qu'on peut saisir à travers ces entretiens et la manière dont cette diversité et ces parcours adressent d'une certaine manière des messages, des pistes que l'offre d'accompagnement dont l'offre d'accompagnement pourrait se saisir pour essayer d'améliorer ces pratiques ou de revisiter un peu les logiciels, j'allais dire, sur lesquels cette offre fonctionne et les héritages qui sont les siens. Alors, n'hésitez pas, globalement, effectivement, je déroule, mais s'il y a un problème de compréhension ou je vais trop vite ou pas assez vite, n'hésitez pas surtout à m'interrompre en cours de route. Et par contre, peut-être qu'effectivement, les échanges plus de fond et discussions auront lieu plutôt au terme de mon exposé. Alors, le premier point, effectivement, porte sur cette étape d'émergence du souhait de reconversion. Alors, qu'est-ce qui ressort de nos entretiens de ce point de vue-là? Non, on reste sur ce slide-là. Merci, André. D'abord, ce qu'on constate, c'est que l'insatisfaction est une dimension prégnante
quand on examine les moteurs de la reconversion professionnelle, les déclencheurs d'une certaine manière qui qui vont précipiter ce passage à l'acte vers une reconversion professionnelle. L'insatisfaction, c'est vraiment un point prégnant et c'est aussi le constat d'ailleurs que font les professionnels qu'on a pu rencontrer. Et ce constat, déjà, de la prégnance de l'insatisfaction professionnelle, il adresse plusieurs messages à l'offre d'accompagnement. Premièrement, il invite à relativiser l'opposition binaire entre reconversion subie et reconversion volontaire, qui est souvent faite. Et en fait, on s'aperçoit, on examine un peu les raisons qui ont poussé les gens à se reconvertir, que les frontières, en réalité, sont beaucoup plus poreuses que cette opposition subie volontaire. Cette prégnance de l'insatisfaction, elle contribue aussi à nous aider à comprendre que la possibilité qui est offerte dans certains dispositifs, je pense par exemple à transition collective, c'est la possibilité qui est offerte de retrouver un emploi en cas d'échec, ne constitue pas forcément une garantie très attractive, ni d'ailleurs même pour certains une promesse crédible. Ce qui pourrait notamment participer à expliquer la faible attractivité auprès pas seulement des entreprises, mais aussi des personnes elles-mêmes de ce type de dispositif qu'on peut constater aujourd'hui. Ce qu'on constate aussi, toujours sur cette thématique de l'insatisfaction, c'est qu'elle n'est pas l'apanage des secondes parties de carrière et qu'elle s'observe désormais en début de vie active chez des jeunes qui veulent soit sécuriser leur emploi, soit mettre fin à une situation de précarité, soit trouver un travail plus riche de sens, etc. On a des motivations diverses et variées, mais en tous les cas, ces dynamiques de reconversion peuvent intervenir très tôt dans la vie professionnelle aujourd'hui. Cette insatisfaction peut être liée à la situation dans ou face à l'emploi, mais aussi au contenu du travail. Et de ce point de vue-là, les entretiens nous permettent de distinguer 3 registres en fait, de cette insatisfaction qui sont le plus souvent entremêlés, mais dont le poids relatif, évidemment, va fluctuer selon les individus. Alors, le premier registre d'insatisfaction a trait à l'insécurité de l'emploi. Donc là, on va avoir des actifs qui se sentent menacés à court ou moyen terme par un risque de licenciement. Et on va aussi avoir des demandeurs d'emploi qui se sont affrontés à des recherches infructueuses et qui ont été amenés à constater leur incapacité à retrouver un poste dans leur domaine d'origine. Donc là, c'est l'insécurité de l'emploi qui est dominante dans l'insatisfaction génératrice d'une envie de reconversion. Le second registre d'insatisfaction concerne plutôt les propriétés contractuelles de l'emploi occupé. Ça va être le niveau de rémunération jugé trop bas, ça va être un statut précaire, ça va être aussi des horaires de travail atypiques, voire imprévisibles. Et là, souvent, le déclencheur qui a entraîné le passage à l'acte est plutôt justifié par des motifs personnels. Un cas de figure récurrent, ce sont des femmes qui, suite à une séparation, se retrouvent en charge d'une famille monoparentale et qui veulent augmenter leurs revenus, trouver un contrat stable ou accéder à un rythme moins pénible ou en tous les cas plus régulier pour s'occuper plus confortablement, j'allais dire, psychologiquement et matériellement de leurs enfants. Et enfin, il y a un troisième registre d'insatisfaction qui est celui du sens du travail. Alors là, le sens du travail qu'on entend dans le prolongement de la définition qu'en donnent Coutreau et Pérez, articulé autour de 3 dimensions, son utilité sociale, sa conformité à des normes éthiques et la capacité de développement qu'il confère aux travailleurs. Donc ici, on va trouver des individus qui, confrontés à un travail déficitaire en termes de sens, ont entamé une reconversion parce qu'ils ne voyaient plus d'intérêt à leur activité, ils n'y trouvaient plus les ressorts pour s'y sentir bien, pour apprendre des choses nouvelles, etc. Là encore, les histoires sont plurielles, hein, évidemment, mais elles font tout écho à ce que Yves Clos nomme le travail empêché. Un point intéressant, me semble-t-il aussi, c'est que ce sentiment d'une mutilation du sens de son travail, contrairement à une représentation assez répandue qu'on peut en avoir, qu'on traverse toutes les classes sociales. Et il peut résulter de différents motifs. Alors, premier motif, premier scénario, j'allais dire, c'est des individus qui craignaient ou qui constataient un appauvrissement de leur activité. Cet appauvrissement peut être lié à plusieurs paramètres, un rétrécissement de leur perspective d'évolution suite à une restructuration, une refonte de la ligne hiérarchique, etc. Cet appauvrissement peut aussi être lié pour certains à l'introduction d'une technologie numérique qui a pour effet de
contracter d'une certaine manière l'espace de mobilisation de leur savoir-faire, de réduire leur marge d'autonomie dans la manière de faire valoir leur expertise. Et cet appauvrissement ne concerne pas uniquement des emplois qualifiés. Par exemple, pour donner un peu de chair à ce que je vous raconte, ça va être un manutentionnaire qui était en charge de préparer, de déplacer, de ranger des commandes dans une structure de transport logistique et qui indique que l'introduction d'une commande vocale a écrasé les sources de plaisir qu'il retirait de son travail. C'est-à-dire qu'avant, il disposait d'une marge d'autonomie et maintenant, il doit exécuter des consignes qui sont délivrées par un casque audio et donc son travail est rabattu sur sa dimension purement exécutive. Donc là, on est vraiment face à une situation d'appauvrissement de son activité professionnelle qui est génératrice d'insatisfaction et qui est liée au sens du travail. Ce sens du travail, il va être aussi malmené dans des situations de dilemme éthique, où là, c'est plutôt l'organisation du travail qui contrevient à des normes de métier qui sont considérées comme élémentaires par les individus et pas dépassables de ce point de vue-là. Donc, ça va être des gens qui vont se sentir acculés à produire un travail de qualité dégradée, soit parce qu'il y a une pression excessive d'un management qui est un peu désincarné, qui a distance de l'activité professionnelle, soit ils se sentent assujettis à des décisions avec lesquelles ils sont en désaccord. Là, typiquement, on va trouver plusieurs individus qui travaillaient dans le domaine du care, assistante maternelle, agent de nettoyage, aide à domicile, coiffeuse, enfin une grande diversité d'activités, mais dont le point commun est de prendre soin du confort, de la santé ou de l'éducation des autres. Et ces individus, à un moment ou à un autre, se sont trouvés en fait écartelés entre leur approche de la qualité, centrée sur la prise en compte des aspects sensibles, relationnels de leur intervention, et une conception portée par leur direction nettement plus instrumentale, nettement plus chiffrée. Et donc, ils ont eu le sentiment en fait, que les conditions dans lesquelles ils étaient contraints d'accomplir leurs tâches les rendaient inutiles, voire même nuisibles. Donc, on voit bien, c'est des exemples, mais on voit bien que alors qu'on entend souvent que les catégories sociales élevées sont les seules à être habitées par une quête de sens que la crise sanitaire serait venue amplifier, ce qui est vrai aussi, hein, on a dans notre échantillon un ensemble de cadres ou d'ingénieurs qui se sont reconvertis ou qui se reconvertissent vers des métiers manuels, hein, qui sont certes moins lucratifs, mais dont l'impact social, environnemental est positif et donc les oppose de ce point de vue-là à ce qu'on appelle aujourd'hui les bullshit jobs. Ceci dit, bien sûr, il y a ces trajectoires des emplois, des cadres ou des ingénieurs, mais on voit bien aussi que c'est complètement abusif, j'allais dire, d'opposer de manière un peu manichéenne, d'un côté, les classes supérieures qui seraient uniquement mues par un rapport expressif au travail, et de l'autre, des professions moins qualifiées, dont le rapport au travail est décrit parfois comme purement instrumental ou centré sur la rémunération. Et là, on voit bien dans cette étude que en fait, le besoin que le travail, au-delà d'être évidemment un pourvoyeur de statut et de salaire, constitue aussi un vecteur de réalisation, se retrouve en fait aux différents échelons de la hiérarchie socio-professionnelle. Et ce constat est conforté par plusieurs enquêtes statistiques dont je pourrais vous donner les références évidemment tout à l'heure. Et c'est aussi dit ce que laisse entendre l'augmentation récente des démissions d'aides-soignants, d'aides à domicile, d'agents de sécurité, etc. Voilà, donc ça, c'est un premier point sur lequel je voulais insister, le fait que l'insatisfaction professionnelle soit un moteur dans les dynamiques de reconversion professionnelle qui est très prégnant et qui traverse tous les échelons de la hiérarchie socio-professionnelle, qui n'est pas uniquement l'apanage des titulaires d'emplois dits qualifiés.